Waouh, les petits angoissés! On se plonge aujourd'hui au temps des rois, mais aussi de la jalousie. C'est parti! Thomas le Franc caresse avec attendrissement la chevelure de sa fille Manon, en ce jour de Noël 1768. Manon a 3 ans, et c'est vrai qu'elle a des cheveux blonds magnifiques. Elle est d'ailleurs ravissante dans sa robe de fête blanche. Elle sourit, de ses petites dents éclatantes, à la vie qui s'ouvre devant elle. Il faut dire que Manon, fille de Thomas et Pernelle Lefranc, changeur sur le pont au change, à Paris, a tout pour être heureuse. La maison où son père exerce son activité et où vit la famille est luxueuse, même si elle est un peu curieuse. Elle est bâtie sur le pont même. Le magasin s'ouvre sur la rue. Les chambres donnent sur la façade arrière, d'où on peut contempler la Seine. Ce n'est pas une particularité. Tous les changeurs de Paris habitent dans des demeures semblables, sur le pont qui leur doit son nom. Parmi eux, Thomas le Franc est l'un des plus importants. Il est riche, très riche même. Manon a toujours été entourée d'une nombreuse domesticité. Elle a les plus jolies robes, les jouets les plus précieux. Et justement, en ce jour de Noël, ses parents ont une surprise pour elle. La femme de chambre arrive en tenant une superbe poupée, habillée d'une robe blanche, comme celle que porte l'enfant, et presque aussi grande qu'elle. La fillette ouvre des yeux émerveillés. « C'est pour moi ?» Pernelle Lefranc sourit. « Bien sûr, ma chérie !» Manon s'empare du jouet et le prend dans ses bras. « Je l'appellerai Amélie. » Thomas Lefranc s'approche d'elle, attendri. « Plus tard, tu épouseras un gentilhomme et tu habiteras à Versailles, chez le roi. »« Chez le roi ?»« Oui, fais confiance à ta bonne étoile. »« Une bonne étoile ? Qui pourrait prétendre le contraire ? Comme elle a de la chance, Manon aux cheveux d'or. Alors qu'il y a tant de misère autour d'elle dans la grande ville, et plus encore dans les campagnes du royaume de France. Pourtant, tout cela n'est qu'apparence. Manon est née sous la pire étoile. Une étoile toute noire, toute froide, toute glacée. Elle n'est pas encore apparue dans son ciel, mais elle va venir. Elle est tout près. 3 ans ont passé. Nous sommes à la fin de novembre 1771. Dans la maison du changeur Lefranc, on est partagé entre la joie et l'anxiété. Celles-ci ont élu domicile dans 2 chambres voisines. Dans celle du couple, Pernelle Lefranc repose souriante sur le grand lit. Elle vient de donner naissance au second enfant qu'elle attendait depuis longtemps. C'est une fille, Charlotte. À côté, Manon, elle aussi, est alitée. Mais elle ne sourit pas, bien au contraire. Elle est presque aussi blanche que ses draps et elle grelotte, malgré le feu qu'on a fait dans la cheminée. Elle serre contre elle sa poupée Amélie. Elle a été prise il y a 15 jours d'une fièvre aussi violente que brutale, que rien n'a pu faire cesser. Ni les sangsues, ni les potions, ni les saignées. Le médecin qui vient de quitter sa mère, après s'être assuré qu'elle-même et l'enfant se portent bien, vient l'examiner à son tour. Elle l'interroge d'une voix faible. « C'est un petit frère ?»« Non, une petite sœur. Elle est belle comme un cœur. » Manon pousse un soupir de contrariété. Elle aurait préféré que ce soit un garçon. « Je peux la voir ? Elle peut venir ici ?» Ce ne serait pas raisonnable. Elle risquerait d'attraper votre fièvre. Le docteur lui prend le pouls, lui examine la langue, le blanc des yeux et conclut. Nous allons continuer les saignées et vous allez guérir. Et effectivement, quelques jours plus tard, la fièvre cesse brusquement. Manon peut se lever, mais elle le sent bien, elle n'est pas guérie. Elle est terriblement fatiguée. Chaque geste, même marcher, lui semble pénible. Ses parents ne semblent pas s'en inquiéter. Pour eux, la fièvre est passée. C'est ce qui compte. Et puis, leur principale préoccupation est maintenant Charlotte. Elle est vraiment ravissante. Elle sera aussi jolie que Manon. Manon, justement, n'aime pas Charlotte. D'abord, parce que ce n'est pas le petit frère qu'elle voulait. Et puis le nouveau-né est associé à ses souvenirs de maladie, à ces moments terribles qu'elle a passés dans sa chambre, croyant qu'elle allait mourir. Malgré l'insistance de ses parents, elle refuse d'aller voir sa sœur dans son berceau. Elle s'en va ou elle boude dès qu'on parle d'elle. D'ailleurs, depuis sa fièvre, son caractère a changé. Elle est morose, irritable. Quelques mois passent encore et Manon se rend compte que, décidément, cela ne va pas. Il y a toujours cette langueur qui ne la quitte pas. Et puis il y a aussi autre chose, une sensation étrange qu'elle a du mal à définir. C'est un matin, tandis que la femme de chambre lui passe sa robe, qu'elle a le premier soupçon.
Cette robe, cela fait longtemps qu'elle la porte et puis elle lui va toujours. On dirait, oui, on dirait qu'elle ne grandit plus. Quand la domestique est partie, Manon se saisit d'un petit couteau, se place contre un mur de sa chambre et fait une entaille à la hauteur du sommet de sa tête. Les jours suivants, elle va se mesurer devant l'encoche et c'est chaque fois la même désespérante constatation. Elle arrive à la même hauteur. À la fin, elle va confier ses angoisses à sa mère. « Maman, je crois que je ne grandis plus. » Pernelle Lefranc lui répond quelques phrases pour la rassurer et lui promet qu'elle va faire venir le docteur. Ce dernier arrive le soir, alors qu'elle est déjà couchée. Il lui dit, lui aussi, quelques paroles rassurantes et s'en va. Pourquoi faut-il que Manon ait la curiosité de le suivre ? Elle descend l'escalier derrière lui, à pas de loup, et le voit entrer dans la salle à manger où l'attendent ses parents. Elle colle son oreille à la porte. Les voix sont nettement distinctes. « La fièvre maligne de votre fille a arrêté sa croissance. Le cas est rare, mais ça s'est déjà produit. La médecine est malheureusement impuissante. Vous ne voulez pas dire que notre fille sera naine ? » Hélas, il y a un silence accablé et la voix de son père. « Moi qui voulais lui faire épouser un gentilhomme ?» Un nouveau silence se fait, puis sa mère prononce cette phrase terrible. « Heureusement, il nous reste Charlotte. » Manon Lefranc remonte en courant l'escalier. Naine ? Elle sera une naine ? Le beau mariage, les bals à Versailles, la cour, le roi, ce sera pour Charlotte. Elle restera à la maison. Ou plutôt non, on en fera une religieuse. On l'enfermera dans un couvent où personne ne pourra venir la voir. Les robes, les bijoux, les beaux messieurs, ce sera pour Charlotte. Elle passera sa vie au milieu des vieilles femmes tristes et laides. Tout sera pour Charlotte et rien pour elle. Dès ce jour, les choses changent dans la maison Lefranc. Manon se met à haïr Charlotte, tandis que ses parents se détachent d'elle. C'est qu'elle ne les intéresse plus. Les Lefranc ont, en effet, de grands projets, ou tout du moins, un grand projet. Entrer dans la noblesse. Grâce à leur fortune, ils peuvent espérer, comme cela se pratique à l'époque, marier une de leurs filles à l'héritier d'une grande famille désargentée. Puisque ce n'est plus possible avec Manon, cela se fera avec Charlotte. Charlotte porte désormais tous leurs espoirs. Manon n'est plus rien. Cette dernière, en même temps qu'elle ne grandit pas, change d'aspect. Son visage se ferme, son expression devient ingrate, revêche. Où est-elle, Manon aux cheveux d'or ? Chaque matin, en se réveillant, elle court devant la marque de son mur avec l'espoir fou que, dans la nuit, la malédiction aura été brisée. Mais la sensation de la petite entaille sous les doigts la détrompe. La malédiction est toujours là. Le temps passe et la haine de Manon contre Charlotte ne cesse de croître. Sa sœur est pourtant une enfant riante et douce, mais Manon la déteste tout simplement parce qu'elle grandit. La croissance de Charlotte est un cauchemar. Elle en prend pour confidente sa poupée Amélie, sur laquelle elle a reporté tout son amour. Aujourd'hui, Charlotte a fait ses premiers pas. Je voudrais qu'elle soit morte. Toi, Amélie, tu me comprends. Toi, tu es comme moi, tu ne grandis pas. Un jour, elle se jette sur un chaton qu'un domestique avait recueilli dans la rue. Elle lui tord le cou. Sa mère, qui a été témoin de son acte, est scandalisée. « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est très méchant et très cruel !» Manon répond avec violence. « Parce qu'il allait grandir. Je ne voulais pas qu'il grandisse. » Pernelle Lefranc se contente d'une remontrance. Elle n'est pas autrement inquiète de ce qui vient de se passer. Il y a longtemps que ce que fait Manon ne la préoccupe plus guère. Novembre 1777. Charlotte a 6 ans, l'âge dont elle a toujours la taille, bien qu'elle ait maintenant 12 ans. Ce jour-là, Pernelle Lefranc arrive avec un paquet gris. « Je vous ai fait faire la même robe à Charlotte et à toi. » Manon est devenue aussi pâle que lorsqu'elle avait sa fièvre. « La même robe ? Eh bien oui, vous avez les mêmes mesures. Vous serez mignonne habillée pareillement. J'ai choisi du gris. Il y a longtemps que tu n'en as pas porté. Et elle non plus. » Et sa mère continue à parler, à détailler la qualité du tissu, la beauté des dentelles, des broderies en fil d'or. Pas un instant, elle ne se rend compte de l'inconscience qui est la sienne, du supplice qu'elle inflige à son enfant contrefaite, du couteau qu'elle retourne dans sa plaie et des conséquences qui peuvent en résulter. Manon pourrait refuser, mais elle se laisse faire et la voilà habillée comme sa sœur. Elle souhaite de toutes ses forces que Charlotte tombe malade, qu'elle s'arrête de grandir, qu'elle garde cette robe grise toute sa vie.
Elle lui dit qu'elle a inventé un nouveau jeu. Il faut qu'elles se mesurent toutes les deux devant la marque de sa chambre. Charlotte est une enfant simple et rieuse. Elle aime beaucoup Manon. Elle n'a pas la moindre idée de la haine qu'elle lui porte et de la souffrance qui est en elle. Elle accepte de bonne grâce. Pendant un moment, Manon a un fol espoir. On dirait que Charlotte ne grandit plus. Et puis un jour, elle doit se rendre à l'évidence. Sa sœur dépasse nettement l'entaille du mur. Thomas Lefranc a dû s'en rendre compte aussi, car le lendemain, il arrive, avec sous le bras, une magnifique robe verte. Charlotte pousse des cris de joie en la voyant. « C'est pour moi ?»« Mais oui, tu es une grande fille maintenant !» Manon, qui était là, ouvre aussi la bouche pour crier, mais elle refoule son cri dans sa gorge, tout comme elle empêche ses sanglots d'éclater. Elle court dans sa chambre. Elle ouvre sa fenêtre et regarde longuement la scène au sol. En ce moment, Charlotte doit enlever sa robe grise, trop petite pour elle, et la donner à la femme de chambre pour qu'elle en fasse cadeau aux pauvres. À présent, elle doit enfiler sa robe verte. Manon se perd dans la vision de ce spectacle qu'elle a eu sous les yeux depuis toujours. La scène et son animation. Les pêcheurs dans les barques, les gamins barbotant près des rives, les avaleurs de nef, ainsi qu'on les appelle, tirant en longue file avec de grosses cordes les péniches depuis le chemin de halage. Dans ses bras, elle tient sa poupée Amélie, et il lui semble qu'elle lui parle. Amélie lui dit qu'elle devrait se jeter par la fenêtre. Ce serait mieux pour tout le monde, ce serait la sagesse. Mais Manon n'est pas en mesure d'écouter la voix de la sagesse. Il y a trop de haine en elle. Elle lance sa poupée avec un grand cri. Une fillette qui se trouvait en barque avec son père lui fait signe d'aller la chercher. Peu après, Manon voit Amélie dans les bras de la petite fille. C'est bien, sa poupée n'est pas au fond du fleuve. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la nuit. La nuit venue, quand tout le monde dort, Manon quitte son lit. Elle tient dans sa main droite une paire de ciseaux. Dans la gauche, elle a un papier roulé en boule. Elle avance comme une somnambule vers la chambre de sa sœur. Mais elle n'est pas somnambule. Elle sait parfaitement ce qu'elle va faire. Elle agit avec des gestes précis, assurés. Elle ouvre la porte sans faire le moindre bruit. Charlotte repose paisiblement dans son lit. Sa robe verte est étalée sur son prie-dieu. Avec les ciseaux, elle coupe en 2 parties égales, dans le sens de la longueur, la magnifique parure. Elle prend l'une des 2 moitiés et s'approche de sa sœur endormie. Maintenant, elle doit aller jusqu'au bout. Elle n'a pas le choix. C'est la femme de chambre qui a retrouvé le lendemain les 2 fillettes mortes. Elles avaient toutes les 2 une moitié de la robe verte autour du cou. Charlotte dans son lit, Manon dans le vide. Elle s'était pendue. Elle était montée sur une chaise et avait accroché sa corde improvisée à un crochet dans le mur, qui servait autrefois à suspendre les lampes à huile. À ses pieds, elle avait laissé un message laconique sur un papier froissé. « Je ne voulais pas que Charlotte grandisse. » Voilà mes petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Si j'ai un conseil à vous donner, ne faites jamais de différence entre vos enfants. À bientôt les petits angoissés.